j'ai décrété sur un coup de tête que les dragons ne mentaient pas. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Dans ce 21e épisode, nous parlons des PGA. Vous avez déjà pu entendre la partie 1 dans laquelle nous abordons des généralités sur ce rôle, comme quelle définition nous mettons derrière ces acronymes ou encore quand a-t-on besoin d'un PGA. Puis, nous parlions plus en détail du rapport que les PGA entretiennent avec les joueurs et les orgas. Et nous étions arrêtés juste avant la dernière partie où nous demandons ce que cela implique de tenir le rôle de PGA. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Clémentine qui s'apprête à poser sa première question. Je pense qu'on a pas mal discuté de la relation que peut avoir le PJA avec les orgas ou avec les joueurs. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie qui se concentre plus sur le fait de tenir ce rôle, vraiment ce que ça implique en général. Et du coup, la première question, c'est comment on fait pour être casté en tant que PJA ? Parce qu'on a un petit peu discuté que potentiellement c'était casté par les orgas, quelqu'un qui a envie de se mettre à faire PJA et qui l'a jamais fait. Comment ça se passe ? Comment on fait pour être casté en tant que PJA, Jonathan ? Je pense qu'il faut connaître les orgas. Ça paraît compliqué de convaincre à distance quelqu'un qui nous aurait jamais vu jouer, qu'on est capable de jouer quelque chose. Et je suis pas forcément fan de l'idée que demain on enverra des cassettes vidéo de nos performances pour dire si j'en suis capable. Donc oui, moi je pense qu'il faut attendre qu'on se le propose. Après on peut toujours évoquer avec les orgas que ça nous tenterait un jour, mais on a dit l'importance du rôle de la relation de confiance, du fait que le rôle doit être entre guillemets fait pour nous, en tout cas qu'on soit fait pour le rôle et qu'on soit dans des pantoufles. De fait, on peut pas dire attendez, c'est moi qui, je serais une super bonne idée pour incarner votre rôle. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi j'ai eu les deux. Donc c'est-à-dire à la fois j'ai été contactée par des orgas qui me connaissaient ou par des PNJ qui disaient mais je connais une telle. Pour votre rôle-là, ça peut être vachement bien, je la contacte. Oui, la recommandation, ouais. La recommandation, mais aussi des GN où c'est des potes qui vous disent « Ah, j'y suis sur GN, mais il n'y a plus de place de PJ, il y a des places de PNJ. » Et vous dites « J'ai envie d'être avec les copains, de jouer. » Vous allez contacter les orgas en disant « Écoutez, moi je vais être PNJ, moi je sais faire ça, je sais incarner ça, j'ai tel et tel costume, je peux faire ça. Est-ce qu'il y a... des rôles du genre, moi j'aime bien faire tavernier, est-ce qu'il y a un rôle de tavernier ou de tavernière dans votre GN, ça me botterait. Je suis le seul autour de la table à avoir été déçu par un joueur qui disait je sais faire ça et ça, et le jour J être confronté à... Tu m'as menti. C'est comme un CV, hein. Je suis d'accord, c'est toujours délicat. Mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je rêve de sauver de PJA tout d'un coup, là. Une forte expérience en démon majeur. Il est vrai que j'ai quelques notions aussi de nécromancie. Oui, mais par exemple, vous envoyez une photo de votre costume de dragon machin chose que vous avez investi. Vous dites, si vous avez besoin d'un dragon, je suis votre homme ou je suis votre femme. Et ça peut être des choses modestes. C'est-à-dire que j'ai envie de faire la fausse forge et faire forgeron pour animer une forge en tant que PNJA, modestement. Être force de proposition, bien sûr qu'il faut accepter après que les orgas disent non, nous on n'a pas besoin de ça, ou on n'a pas de PJA, ou ça, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un oui. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir bourlingué pas mal de temps, donc j'ai la chance de pouvoir choisir entre PJ ou PJA. Et puis j'ai des copains orgas qui me proposent des trucs, mais toujours dans ma zone de confort. On me fera pas jouer les blagueurs. Généralement, je souris rarement sur un GN. Mais après, pour débuter PJA, je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on sait faire. Et de proposer modestement, de dire je peux faire ça, est-ce qu'il y aurait la possibilité, et surtout saisir des opportunités, peut-être s'inscrire en PNJ et voir qu'il y a un besoin sur site, parce qu'il y a toujours un besoin, et de dire je peux le faire. Je me sens, c'est parti, vous avez le matos, je le fais. Et là, les organes vont dire il est réactif, il est adaptable, et puis là il tient la baraque. Peut-être petit à petit, ça va le faire. Hein. Ok.
Moi, je dirais ça, c'est déjà tes potes, les connaissances, des gens qui te connaissent, qui sont garants. Moi, j'aime bien le côté aussi garant, parce que, ok, il a dit, j'ai un pote qui serait capable de faire le rôle. Je fais, ok, mais tu sais, tu dis, mais sérieusement, est-ce que tu l'en penses capable? Avoir au moins, ne serait-ce qu'un garant qui dit, j'ai déjà joué avec lui, ou des gens qui disent, ah, j'ai joué avec lui, il est vraiment cool, ou au contraire, j'ai joué avec lui. Je suis pas très très fan de sa façon de jouer, ou je me suis pas à l'aise. C'est des choses qui peuvent quand même t'indiquer sur ça. Et ouais, c'est généralement moi ça a toujours été des potes sur des trucs bien spécifiques, parce que c'est là où je suis comme toi David, j'ai ma zone de confort, je suis bien, je vois pas pourquoi j'irais voir à l'extérieur, parce que je suis vraiment bien dans cette zone là quoi. Ce qui peut être intéressant pour débuter en tant que PJA, c'est en tant que PJ avoir des rôles marquants. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un GN et que vous faites sorcier-sorcière et que vous vous investissez à fond et que vous faites des rituels de l'enfer ou d'alchimiste, vous allez débarquer en tenue d'alchimiste à moitié fou, faire péter des trucs, machin, en tant que PJ, et que vous envoyez du bois, eh bien là, les gens en fait qui vont être à côté, ou même les orgas qui vont vous voir jouer, ah mais attendez, j'ai joué avec cette personne, il était génial dans ce rôle-là, je le vois trop bien dans notre PJA. Et c'est comme ça aussi que on vous contacte, parce que en fait vous vous êtes démarqué. Et on se souvient de vous en disant, waouh, lui c'est vrai que c'était incroyable. Eh bien, ça va marquer, et les gens que vous aurez rencontrés au travers de votre jeu, quand il y aura l'idée de « Ah, on cherche un PJA pour tel rôle », vont dire « Mais attendez, moi j'ai connu un mec ou une fille sur tel jeu, c'était génial, il s'appelle comme ça ». On peut donner l'impression là quand même que le PJA c'est un super joueur, vachement meilleur que les autres dans l'interprétation, etc. Et il y a sans doute un peu de ça, mais déjà c'est pas parce qu'on n'arrive pas à incarner le grand-duc machin quand on est en chemise et qu'il n'y a personne, aucun PNJ autour de nous, qu'en fait on sera pas capable de le faire quand effectivement les orgas auront mis les conditions autour pour qu'on le soit. Et puis de toute façon, il me semble que PJA d'abord ça sera ta zone de confort. Donc, tu peux pas forcément être un bon acteur dans tous les rôles, mais là, on va te donner le rôle qui te correspond. Et il y a un aspect qui est d'autant plus décisif, et donc c'est pour ça que c'est pas la question de, quand on te dit non, c'est pas parce que on considère que t'es pas un bon interprète. C'est peut-être juste parce que t'as pas la même vision du jeu que les orgas. Et c'est important quand même, cette convergence entre l'intention narrative des orgas et ta manière, toi, d'apporter aux autres du jeu, etc. Et donc, le prenez pas mal si on vous dit non, quoi, quand vous demandez des rôles. Et puis, moi, c'était ce que j'avais oublié, c'était... On vous dit ça, là, dans tout se passe bien, on a le bon PJA, mais on connaît l'organisation d'un GN, on sait comment ça se passe, on sait ce que c'est qu'un désistement, et on sait ce que c'est de pas trouver la bonne personne, et donc au final, on se retrouve à prendre un mec qui voulait faire que taper des zombies, et on lui met une perruque dessus. Parle-en, on le sent qu'on a besoin. Je voulais aussi rajouter un dernier truc aussi, peut-être. C'est vrai que la transition est d'autant plus peut-être facile que vous jouez sur un jeu en chronique, vous jouez votre PJ pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis vous sentez un petit peu à l'étroit, vous sentez que vous avez fait un petit peu le tour de ce qu'il pouvait réaliser ou des interactions, et vous avez envie d'un autre challenge, allez proposer aux orgas de transformer votre personnage qui existe, qui est inclus dans l'environnement du jeu, le transformer en PJA. Et d'autant plus que les autres joueurs n'y verront que du feu. Voilà. Il peut être maudit, il peut être élevé, il peut être élu, il peut être marié. Est-ce que du coup, on a déjà un petit peu répondu à la question quand même, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce qu'il y a une implication particulière à avoir en amont, que ce soit en termes d'écriture, de scénario, une préparation particulière? Est-ce qu'il y a des choses aussi en aval, Léonard? Faire des débriefs en fait de tout ce que tu as fait, parce que c'est ce qui va te permettre aux orgas, eux, d'écrire s'il y a une suite, de au moins avoir un décompte rendu, un briefing. Dans le cas d'une chronique, c'est bien à mon avis, de noter si tu es récurrent, parce que toi, dans le cas de David, il a dû en voir des 60 pimpins et doivent pas tous se rappeler de ce qu'ils ont fait. Alors par contre, le pimpin, lui, il a eu qu'une seule interaction avec David, quoi. Donc si tu commences à un peu oublier tout ça et ne pas donner des feedbacks, des retours comme ça, tu risques de créer vraiment beaucoup de problèmes et beaucoup de frustration. Donc je pense que c'est important d'écrire, au moins de faire un débrief de tout ce que tu as fait, quoi, pour les orgas et même qui serviront pour le jeu, quoi. Oui, tout à fait. Dans le cas des chroniques, c'est impératif.
moi, je suis quelqu'un de besogneux et je sais que pour être performant, il faut que je note les choses pour d'un opus à l'autre pouvoir être réactif et pertinent et cohérent avec ce qui a été fait, dit 1, 2, 3 opus avant. Moi, j'ai la chance d'être physionomiste, donc sur les visages, je suis sauvé. Mais alors après, les noms, les machins, il fallait que je note, que j'archive, parce que pour les orgas, c'est important, parce qu'il y a des choses qui peuvent en découler en termes d'univers et de quête et tout ça, mais aussi pour vous. Vous savez que vous allez à renfiler l'armure la prochaine fois et à rejouer le truc, il faut être au rendez-vous. Et ça, 6 mois après ou 1 an après, votre mémoire, elle vous fait forcément défaut sur ça. Donc, il faut du travail d'écriture et d'archivage de tout ce qu'on a fait parce que c'est important pour vous comme pour les joueurs autour de vous. Le travail aussi après à faire, c'est faire attention à savoir se déconnecter du PJA qu'on a incarné. Donc, selon le PJA qu'on a incarné, c'est plus ou moins possible. Je pense que pour toi, David, c'est plus compliqué parce que toi, il est à plein temps. Mais parfois, ça peut être compliqué pour des joueurs ou des joueuses de sortir d'un rôle où ils ont vécu, où ils ont fait vivre à une faction des choses qui, des fois, n'ont pas forcément été bien vécues par des joueurs. Et du coup, il faut aussi être à l'aise avec le fait que, des fois, comme... on disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui ne vous voient que en tant que grand méchant ou grande méchante, qui ont rayé votre personnage de la liste et dans la vraie vie, ils vont pas vous aimer et ils vont pas vous appeler pour venir jouer avec eux alors que vous étiez juste un PJA qui était de passage. Ça, faut aussi en prendre conscience, être à l'aise avec ça et pas que ça vous impacte. Parce que si vous sortez du GN en mode « Ah, j'ai été le salaud », ils m'en veulent parce qu'ils sont morts, je m'en veux. C'est pas le but en fait de se faire du mal en sortant d'un GN dans cette optique-là. Donc oui, le débrief important. Est-ce que ça a été les scènes, etc. Voir se recalibrer et aller voir les joueurs avec qui ça a été compliqué ou le jeu a été dur avec eux. Pour montrer un autre visage que celui du grand méchant ou de la grande méchante. Ça, c'est important pour refaire aussi redescendre la pression des deux côtés, pour soi, pour les autres. Le débrief avec les orgas, important. Voir si ce que vous avez proposé a été à la hauteur de leurs attentes. Pour faire votre débrief, est-ce que leur communication a été à vos attentes? Parce que des fois, vous pouvez leur dire, les cocos, vous m'avez laissé tout seul sur la scène. C'était vraiment douloureux pour moi, c'était compliqué. Donc, il y a un débrief dans les deux sens à faire pour une amélioration, toujours avec une critique, pas positive, mais constructive. Constructive pour que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, ce soit mieux et il y a un meilleur calibrage. Ouais, je trouve que on pense pas assez à se faire des vrais débriefs, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on se tape sur l'épaule et on se dit ouais, c'était cool de jouer avec toi, etc. Je pense que tous les joueurs de GN se recalibrent en permanence. Pour les PJA, ça doit être une hygiène de se reposer des questions et c'est pas toujours simple d'aller vers les joueurs pour leur dire alors qu'est-ce que t'as pensé de la manière dont j'ai animé le jeu, etc. Et donc n'hésitez pas en tant que joueur aussi à faire des retours si vous savez que vous avez croisé un PJA ou un PNJ dans le jeu, de leur dire voilà. J'ai été frustré par telle action ou au contraire là merci d'avoir provoqué ça mais peut-être j'aurais vu différemment. Je pense, alors évidemment toujours de manière constructive, mais je pense que c'est assez décisif même pour la maturation de notre hobby en général. Est-ce qu'il y a une implication matérielle particulière à avoir, Jonathan? Ça dépend. Alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a des orgas qui préparent tout pour leur PJA. Il y en a qui disent de venir avec tout le matos. Moi, je ne connais pas de règle en la matière. C'est vrai que c'est variable parce que forcément, ça va dépendre le PJA. C'est-à-dire que si vous avez un PJA comme David, où tous les ans, c'est 3 GN par an, que vous investissiez sur une armure qui est à votre taille, dans laquelle vous vous sentez bien, qui est à vous, que vous avez tout le temps, c'est pas déconnant. Si vous êtes censé incarner un Minotaure pour un one-shot, acheter un costume de Minotaure, ça peut être un peu compliqué, surtout pour une seule fois. Donc, ça dépend aussi, vous, comment vous vous projetez dans le PJA. Si vous avez des visuels particuliers que vous voulez incarner, donc là, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et à ce moment-là, c'est le plaisir de faire un costume qui peut-être servira. Et puis, ça dépend le budget des orgas. C'est-à-dire que les orgas peuvent vous fournir les choses, mais dans les deux cas, et ça, je tiens à le souligner parce que je l'ai vécu, il faut absolument que le costume soit prévu, que ce soit par vous ou par les orgas.
il faut absolument que ce soit fait. Parce que moi, j'ai fait un PGA au pied levé où on m'a dit, en plein milieu du GN, tu vas incarner le méchant ultime de fin galactique. Et là, je me suis dit, du coup, il y a un costume ? Ah bah non. Ça a été un grand moment collectif de PNJ où on a chacun récupéré des morceaux que les gens avaient ramenés pour construire un personnage et à trouver des armes futuristes dans du Medfan pour l'incarner. Ça a marché. Mais je vous avouerai que ça y a eu la petite goutte de sueur du comment on incarne le super méchant de fin quand c'est pas prévu. T'as presque José qui est trop content. Tu vois que mon nerf, il a servi en finale. Tu vois, c'est-à-dire que non, il n'y en a pas en Medfan. Oui, c'est vrai que le matériel en adéquation avec l'univers, avec l'esthétique proposée par les orgas et demandée par les orgas, que ce soit au niveau de l'univers, au niveau du personnage auquel ils ont pensé, qu'ils ont écrit, qu'ils ont intégré, c'est sûr que c'est important. Alors il faut être au clair sur la garde-robe qu'on a à disposition chez soi, que la garde-robe que les potes ont à disposition chez eux, que les gens qui font la location de costumes non loin de chez vous et pas trop cher ont aussi en stock. Donc il faut avoir une vision assez claire de ça. Et puis aussi, potentiellement, quand on le peut, se faire plaisir, parce que quand on va incarner un personnage qui va potentiellement mourir ou se faire cracher à la gueule, ou enfin tout un tas de choses, il faut qu'on soit bien dans ses baskets, bien dans son armure, bien dans sa belle robe, bien dans ses... Voilà. Donc, il faut aussi se faire plaisir un petit peu, quoi. Voilà. Et donc, il faut être aux aguets, il faut avoir un œil un petit peu dans sa garde-robe et celle des autres. Voilà. Moi, je rajouterais que je suis d'accord avec David et Jonathan sur la cohérence. C'est-à-dire que c'est important que le costume du PJA soit en cohérence avec ce qu'il est censé incarner. C'est-à-dire que si vous incarnez un noble riche, c'est pas en chemise et en pantalon que vous arrivez. C'est avec du matériel. Quand vous incarnez un dieu, faut que ça se sente, faut que ça se voit. Vous incarnez un mendiant, oui, faut que ça se sente, mais faut que ça se voit. voit. Il faut que ça se voit, mais vous n'arrivez pas avec une chemise toute propre avec laquelle vous avez frotté un peu de terre, quoi. Donc, faut se dire, voilà, tel personnage doit être incarné, comment on le voit, et comment, en effet, moi, je peux être à l'aise à l'intérieur pour le jouer au mieux. Est-ce que ça change quelque chose de jouer un PJA sur une chronique par rapport à le jouer une seule fois, David ? Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change que, en termes d'attention, d'énergie, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut être aux aguets, il faut être rigoureux sur la durée. Et c'est potentiellement fatigant, voilà. Alors après, ça c'est très chouette parce que ça vous permet de faire vivre un personnage sur la durée, c'est-à-dire d'essayer des choses, de proposer des choses aux joueurs et de voir l'évolution et les retours qu'ils vous en font sur plusieurs opus. Donc c'est chouette, ça vous permet de créer des liens avec certains joueurs sur plusieurs opus aussi et de voir comment les dilemmes que vous allez leur proposer. Au fur et à mesure, il y a une connaissance mutuelle qui se crée, une relation particulière et cette interaction, elle est super enrichissante. Enfin, de mon point de vue, je trouve que voilà, les choses que moi j'ai vécues sur 7-8 opus avec Negens et avec les joueurs qui étaient autour de moi et en face de moi, c'était super chouette, vraiment. Parce que c'était fort, parce que ça a été progressif, ça a été construit, ça a été en nuances. Parce que Negens, il n'était pas ni noir ni blanc, il était du gris, c'est pour ça que je l'ai pris, et que faire découvrir ça petit à petit aux joueurs et le voir dans leur regard qu'il y a des choses qui sont là, voir qu'il y a des gens qui sont en opposition et qui leur restent, quoi qu'on leur mette sous les yeux, et qui tiennent le truc, même si le joueur sait que non, mais il tient le truc. Et puis vous voyez les gens les personnages qui cèdent parce que ils sont submergés par la vérité. La vérité de Negens, mais évidemment, mais voilà, et c'est chouette, c'est vraiment une expérience formidable, voilà, mais fatigante. Fatigante. Et est-ce que c'est pas la chronique qui te permet de le jouer plus gris plutôt que blanc ou noir, le fait de pouvoir justement y mettre de la subtilité, de sortir un peu de la caricature? Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir construire Negens avec l'orga qui était à l'instigation, enfin au début, et qui a vu 2 lignes de lore dans le lore initial de Candoria, qui a vu Negens, grand méchant, équivalent de Lucifer. Il a dit, moi je vais essayer de développer ça, et je vais essayer d'en faire le roi des dragons. Et donc, lorsqu'il a souhaité faire sortir Negens, j'ai eu la possibilité de construire ça avec lui.
Alors malheureusement après il a quitté l'organisation, mais grosso modo c'est Negan, c'est à peu près moi qui les fait vivre, qui les construit au fur des différentes étapes, qui les fait évoluer. Alors c'était des propositions aux orgas qu'ils ont eu la chance et la courtoisie de valider dans les plus grandes lignes parce que ça leur paraissait cohérent. Voilà, et j'ai même eu la chance de proposer la mort de Negan. Voilà, comment il allait sortir de jeu. Ça, voilà. Cool. Et ça, pour moi, c'était super. Un début et une fin. Un début et une fin. Et c'était topissime, quoi. Moi, c'est une expérience fabuleuse. Voilà. Parce que de A à Z, j'étais partie prenante. Et surtout, ce que je voulais, c'est que ça soit cohérent pour les joueurs. Parce que j'en avais assez des trucs, des revirements, des TGCM, finalement, on réajuste patin coup fin. Qui c'est qui, voilà. Voilà, exactement. Il n'est pas finalement mort, il est revenu. Voilà. Moi, je voulais essayer de faire en sorte que Negan il soit cohérent de A à Z. Il a un début et une fin pour les joueurs et qu'il soit compréhensible, visible par tous ceux qui voulaient s'y intéresser. Voilà. Et tous les orgas avec qui j'ai eu la chance de travailler ont été dans la même dynamique que moi et ont eu la gentillesse de m'écouter et de faire avec moi les choses. Et ça, c'est formidable parce que ils ont bien compris que Negan, c'était au final moi qui le connaissais le mieux. Parce que dans les interactions avec les joueurs, avec les machins, c'est moi qui l'avais fait jouer. Puis moi, j'avais imposé une petite chose qui a été formidable, c'est que sur le premier opus où il y avait absolument rien d'écrit à peu près sur Negan, j'ai décrété sur un coup de tête que les dragons ne mentaient pas. Ouf. Et donc du coup, audacieux. Voilà. Et donc du coup, de fait, tout ce que je faisais ou disais tout au long des opus, c'était la vérité. Alors, vérité déguisée, agencée, tout ça, mais au final, ça a donné du travail aux orgas, bien évidemment. Mais comme je suis rigoureux et comme je suis besogneux, je faisais très attention. C'est pour ça que c'était épuisant. Ouais. Je faisais très, très attention que tout ce que je dis, c'était cohérent, c'était faisable, c'était intrigable dans l'univers et ça pouvait être rebondir. Mais c'était une liberté formidable. Ce qui est difficile dans le fait d'incarner un PGA en chronique, c'est que c'est engageant. Ouais. C'est-à-dire que forcément, quand vous commencez à l'incarner, tous les temps, à telle date, c'est vous posez vos congés, toute votre boîte est au courant, vous ne serez pas là parce qu'on vous attend et surtout, il y a des joueurs qui vous attendent, des orgas qui vous attendent. Et si vous n'êtes pas là, c'est la catastrophe parce que si quelqu'un doit prendre votre place, c'est une masse monstrueuse pour la personne. C'est le changement, quoi. Voilà. C'est comme un acteur qui décède dans une série, qui est remplacé, tu fais, attends, c'est qui lui ? Voilà, et du coup, ça vous engage aussi. Donc, il faut bien avoir conscience que quand on... Alors, bien sûr, vous êtes remplaçable. Vous êtes remplaçable et on trouvera des gens pour vous remplacer. Il ne faut pas prendre le melon. Mais si vous voulez en effet avoir une cohérence, incarner à la justesse et être au rendez-vous, ça veut dire qu'il faut aussi s'engager à se déplacer financièrement. C'est un coût. Même si PNJ, c'est moins cher que ça, aller à l'autre bout de la France avec votre tente, votre matériel, c'est poser 3 jours ou 4 jours, c'est s'en remettre derrière, et on vieillit aussi. Donc, il y a toutes ces questions qui aussi sont à réfléchir quand on veut incarner un PGA sur une chronique. Moi, j'ai eu la chance de jouer un PGA sur 2 chroniques, où la première chronique, le premier épisode, j'ai fait des dingueries. Mais bon, police secrète, vous savez ce que c'est. On se salit un peu les mains. Ce qui fait que quand je suis apparu lors du 2e événement, au milieu du jeu, ça fait vraiment... ce que tu dois ressentir, c'est... Il est là. Surtout, t'approches pas de lui. Ce qui fait que ça rend ton truc trop cool. Donc toi, t'arrives, tu jubiles un peu. T'as tout le monde qui te regarde, ceux qui ont survécu, qui te font les gros yeux et tout. Et tu sais que t'as le plein pouvoir, t'as plein de choses et que... Ça va être une autre façon de jouer. Ce sera pas comme la première fois où j'ai dû, on va dire, la jouer un peu discret. Là, les gens, ils savent très bien. Donc, ça remet un peu une nouvelle pièce. Donc, c'est une nouvelle façon de jouer. Et c'est trop cool parce que t'as une sorte de... T'as tous les joueurs qui, on va dire, te le portent en disant lui, c'est la pire des merdes, quoi. Faites attention. Mais il va falloir travailler avec lui quand même. Donc, c'est super intéressant. Dans une chronique, ce qui est plaisant, c'est de voir les joueurs qui mettent en place des choses en fonction du PJA. Et qui œuvrent Et du coup, à chaque épisode, il y a des nouvelles choses qui sont mises en place et tu vois l'avancement. Et ça, c'est génial de dire ça, c'est moi qui ai planté la graine, c'est eux qui l'ont arrosé et c'est parti dans ce sens-là. C'est génial.
Moi, je rêve d'un truc, mais je ne devrais pas le dire ici, parce que soit ça ne va pas se réaliser, soit ça va se réaliser et personne ne sera surpris. C'est le PJA, lors d'un opus, qui devient PJ à l'opus suivant. C'est-à-dire le dieu au premier opus, qui est déchu, C'est beau. et qui après doit se débrouiller, Trop alors bien. que tout le monde a le souvenir de ce qu'il a fait lorsqu'il était puissant. Et je pense que ce serait un truc pas mal, Très cool à assez faire. intéressant à jouer, ou à faire jouer. Il est temps de faire mon mea culpa, je pense. Je regrette. Désolé. Est-ce qu'il faut savoir prendre des libertés par rapport à son rôle et pourquoi, Léonard? Alors, de temps en temps, il faut prendre quelques libertés. Alors, des libertés qui sont cohérentes avec ton personnage et avec ce que les orgas t'ont donné comme cadre, en fait. Comme l'a très bien dit David, c'est tu peux te prendre des libertés. T'es pas obligé de faire tout le chemin indiqué, mais par contre, si tu dois aller d'un point A à un point B, il faut qu'à la fin tu retournes sur ton point B quand même. C'est le minimum. C'est au moins le minimum que tu dois donner à tes orgas. Sauf si il y a vraiment un problème où tu vois qu'en face ça prend pas et que le jeu ne prend pas. Bah là, au mieux d'essayer de trouver des trucs, quand même, essayer d'en parler un petit peu avec les orgas. C'est peut-être le seul moment où là tu peux dire, ok, je vais me prendre un peu de temps pour sortir un peu. Expliquer ce qui se passe actuellement aux orgas, parce que c'est quand même que ça va pas dans leur sens et que j'arrive pas à... Je manque de billes, en fait. J'arrive pas à leur donner... à passer, à aller au point B. Comment on fait, quoi? Et là, ce sera beaucoup plus simple. Ça sera plus simple. Et au moins, ils seront, je pense, plus dans la compréhension de dire, ok, il a quand même fait de son mieux, que... comment ça, il est parti faire ça, l'autre PJA, là, avec faire... c'est clairement pas dans la trame du scénario, quoi. Donc tu peux prendre un peu de liberté, mais il faut pas non plus trop... Voilà, il faut être réglo, quoi, je trouve. C'est bien résumé, oui. Mais enfin, si on laisse pas de liberté, ça sert pas à grand chose d'avoir un PJA. Donc il faut absolument que le PJA s'en saisisse. Ouais, il faut avoir de la liberté, mais attention à prendre des libertés. C'est-à-dire qu'il faut donner au PJA une marge de manœuvre dans laquelle il peut avoir la liberté d'aller à droite, à gauche, parce que là, il n'y a pas de souci. Mais prendre des libertés pour un PJA, je trouve que c'est casse-gueule. Voilà. Quelle que soit la connaissance du lore qu'il peut avoir, mais les orgas in situ ont peut-être réajusté le scénario et il n'est pas au courant. Donc, voilà, avoir de la liberté, c'est nécessaire, c'est fondamental, sinon c'est pas un PJA. Voilà. Mais prendre des libertés, c'est attention. Pour moi, la liberté pour un PJA, c'est essentiel pour qu'en fait, il se sente bien. C'est un peu comme une chaussure, c'est que la semelle, elle va pas bouger. Par contre, le cuir au-dessus de la chaussure, il y a une certaine quand même souplesse pour pas que le PJA ait mal à lui-même et se dise « Ah, c'est bancal ». Et si vous donnez pas de liberté à votre PJA, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir toutes les 5 minutes pour dire « Et dis-moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, c'est bon ?» Et du coup, en fait, ça va être plus un boulet qu'autre chose. Donc, il faut en effet le faire confiance pour qu'il ait de la liberté, pour que du coup, il se sente bien et se sente incarné. Mais en effet, en faisant attention à ce qu'il ne prenne pas trop de liberté, où là, il t'emmène dans des endroits où tu n'avais pas prévu. Est-ce qu'il y a des problématiques de sécurité émotionnelle qui sont propres au PJA, Solène? Bah oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, un PJA, à la fois, il incarne des choses qui peuvent être à l'origine de problématiques émotionnelles, mais il reçoit aussi des choses qui peuvent être à l'origine de problématiques émotionnelles. C'est-à-dire qu'il peut recevoir de la haine, de la peur, de la crainte, du défi, de la trahison. Donc il faut qu'il soit au clair avec ça, qu'il soit prêt à le recevoir. Et il peut générer chez les autres ces mêmes sentiments. Il peut générer aussi, on parle de négatif, mais de l'amour, du désir. Dans les deux sens, en fait, ça marche, puisque c'est quelqu'un qui va véhiculer beaucoup de jeux et du jeu fort et intense. Donc, il peut y avoir des retours de flamme. Donc, il faut faire très attention, donc avec le calibrage avec les joueurs, que ce soit pendant, avant ou après. Souvent, les orgas présentent un peu aussi les PNJ en disant voilà l'équipe de PNJ, toujours à la fin de DGN, remercier aussi les PJA qui ont incarné des ordures en disant merci d'avoir été aussi détestable, mais je vous rassure, dans la vraie vie, il est sympa, pour en fait montrer aussi aux joueurs que cette personne, c'était un rôle qu'elle jouait, c'est pas un sadique dans la vraie vie, c'est pas une connasse, et en fait, elle servait leur rôle. Donc ça peut y avoir en effet du bleed dans les deux sens, et donc faut savoir s'en prémunir et faire attention. Pour moi, il y a le fait
on en a beaucoup parlé, que c'est un rôle très éprouvant, surtout les PJA non-stop. C'est-à-dire, c'est pas ceux effectivement qui rentrent et qui sortent du jeu, mais qui sont parce qu'ils doivent être accessibles, disponibles. Ils vont pas beaucoup manger, dormir, etc. Et donc c'est très éprouvant. Et donc évidemment psychologiquement ça use. Et après, il y a un autre aspect qui est leur position un peu entre l'équipe Orga, PNJ et les joueurs. Et alors, ça m'est jamais arrivé, heureusement, mais moi, j'ai vu clairement un PJA qui se faisait engueuler par les joueurs et engueuler par les Orgas. Et c'était assez terrible à voir. Lui, je pense qu'il ne reviendra pas, clairement, nulle part, quoi. Et donc, voilà, faut que les Orgas soient bienveillants, faut que les joueurs soient bienveillants, on le dit tout le temps, mais on le dira jamais trop, quoi. Je pense que sur les petits formats, c'est possible de se calibrer en amont. Quand vous savez qu'en tant que PGA, vous allez avoir une interaction avec une telle sur telle thématique. Voilà, il est possible, quand généralement ils vous ont dans le trombi, en plus, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de machin. Ok. C'est possible de se calibrer en amont. Sur des plus gros volumes, genre les mass LARP, c'est très compliqué de se calibrer avec toutes les personnes qui vont venir ou pas venir vous voir. Donc c'est là où il faut être très attentif. Parce que voilà, il peut y avoir des trucs qui vont pas, c'est compliqué et le calibrage, il faut qu'il soit aussi en jeu, quoi. Quand vous pouvez le faire, il faut parce que quand vous envoyez des trucs qui sont pas agréables, qui sont compliqués à longueur de journée, eh ben il y a certains pour qui c'est surprenant et c'est parfois traumatisant. Alors puis voilà, après c'est aussi une question de sensibilité et de ressenti, c'est que vous sentez qu'il y a la personne en face de vous, elle est capable d'encaisser un truc pareil, ok, allez, on y va. Parfois vous faites une mauvaise pioche, vous avez mal calculé votre truc, et ben dans ce cas-là il faut aller tout de suite après, le plus vite possible, et à dire bon, je suis désolé, comment ça va, attends, excuse-moi, bon, on va diminuer un peu, tout ça, voilà, il faut ajuster parce que vous avez en face de vous X personnes qui ont besoin de X type d'interaction ou X type de volume d'interaction. Voilà, le curseur, où est-ce que vous le mettez, le faire bouger en permanence pour vous adresser de manière spécifique à une personne, puis à une autre, eh ben c'est compliqué, en fait. Ça demande beaucoup mais il faut le faire. Voilà, c'est votre boulot du PJA de le faire aussi. Voilà. Mais là-dessus, pour moi, c'est aux orgas de prévoir vraiment le fait que s'ils créent un personnage, d'ailleurs que ce soit un personnage, un PNJ, un PJA détestable, immoral et qui va être particulièrement violent, enfin potentiellement violent, il faut prévoir un orga sécurité émotionnelle à côté de lui. Pour moi, c'est pas à lui d'assumer la sécurité émotionnelle, ça va le faire sortir de son jeu, ça va en plus potentiellement lui faire perdre en crédibilité aussi, si à chaque fois il va prendre par l'épaule. Donc même si je comprends ce que tu dis, et sur le fond, je te rejoins complètement, mais peut-être que c'est à quelqu'un d'autre d'assumer le rôle au moins pendant la partie, et peut-être à la fin du jeu, d'aller voir effectivement... Sous réserve qu'il y ait un orga émotionnel disponible. Ouais, bien sûr. C'est là où je mettrais une précision, c'est que ça, c'est possible aussi avec des PNJ. Le PNJ qui est à côté, qui est assistant du grand méchant, ou qui suit le scribe, et c'est aussi important avec les signes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, en termes on peut avoir une diatribe extrêmement agressive, et dès qu'on tope le regard du PJ qui vient de s'en prendre une, le regarder et lui faire le signe « Ok, est-ce que tout va bien ?» Juste comme ça, déjà on sort pas du RP, c'est un signe léger, et après la personne peut te dire oui, non, et du coup après, une fois que le reste de la scène est fini et que le grand méchant doit partir, on prend un temps, et surtout s'il y a un PNJ à côté qui est l'assistant machin, bah lui il peut toper le PJ qui vient de s'en prendre une et qui est pas bien, en disant alors qu'est-ce qui se passe, bah ouais là je le vis pas bien, et un peu temporiser et attendre que le PGA vienne pour qu'il y ait un débrief. Mais en effet, ça doit être un peu pensé en amont pour que le PGA se retrouve pas tout seul à torturer des PJ et se retrouver à faire le SAV juste après. Est-ce que vous êtes déjà senti seul en jouant en PGA ? Oui. Mais à la fois, c'est un truc qui peut être très dur, mais à la fois, il y a ce côté, tu te sens seul, mais tu es beaucoup plus dans l'observation. Moi, je trouve que, justement, vu que je suis seul, j'ai eu plus de temps pour observer mon environnement, l'analyser, et je trouve que ça devient après une force, quoi. Parce que souvent, quand tu es joueur, t'es dans ta mécanique, t'es dans ton prisme de jeu, tu ne vois pas tout ce qui est autour. Et quand tu as cette solitude, donc t'as le temps de voir un peu tout ce qui est autour de toi.
Et moi, je trouve ça assez cool quand même, malgré tout. Au début, tu bades un peu parce que t'as pas les potes, là, t'es tout seul dans ta salle ou t'es tout seul en train de faire ton truc. Mais au bout d'un moment, tu dis, par contre, je suis plus aiguisé à voir et à analyser ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est quand même, ça te donne après une plus-value quand tu joues, quoi. Après, quand tu te sens seul aussi, des fois, tu te dis aussi, ok, je me sens seul, mais parce qu'ils m'ont fait confiance. C'est-à-dire que si on t'a laissé seul, c'est qu'on se dit que tu vas le faire. Donc, même si sur le coup, tu te dis, ah, là, j'aimerais bien qu'on me tienne la main. Ben non, en fait, c'est-à-dire que là, on estime que tu as la maturité, tu as assez d'informations pour y aller tout seul. Donc, c'est une marque de respect des orgas. Et du coup, il faut que tu te dises, allez, on est grand, on se prend par la main. En effet, est-ce qu'on va réfléchir, on réfléchit 5 minutes un peu, on prend un temps et on y va, quoi. Mais forcément, c'est toujours l'apanage du PJA. On peut prendre du temps, nous. On peut avoir cette respiration de ressortir du jeu pour observer, dire ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, je vais un peu comme un acteur. Ok, je vais rentrer en scène là. C'est parti, voilà ce que je vais dire. Allez, go. T'allais dire un truc du coup J'allais dire un grand oui, on se sent seul. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé de me sentir seul, mais moi, c'est un peu comme Léonard, je le vis pas du tout mal. Je trouve même plutôt intéressant. Je te rejoins complètement sur le fait que ça nous met parfois en position d'observation, d'autant plus qu'on nous demande d'être attentif. Donc, on est en hyper attention en permanence, un peu à côté du jeu, tout en étant dans le jeu. Faut juste le savoir parce que ça fait partie des trucs pour lesquels, du coup, ce rôle est éprouvant et qu'il convient pas à tout le monde. Oui, moi aussi, seul, mais pas sur Candoria, curieusement, parce que alors, là aussi, j'étais dans une équipe de PJA. Voilà, moi, j'avais la chance d'avoir mes frères et mes sœurs dragons, quasiment en permanence. J'en avais toujours minimum 1 ou 2 à côté de moi. Et ça, voilà, on se sent pas seul. Et puis, alors, les moultes joueurs qui sont tout autour en permanence, évidemment. Voilà. Après, sur d'autres rôles, dans d'autres GN, bien sûr, mais voilà, ça permet de se recentrer sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on doit faire. Et puis de se donner un peu de courage pour y aller, parfois. Et de souffler. Et voilà, de souffler, accessoirement. Comment on gère la responsabilité de ce genre de rôle ? David, tu avais la parole. La responsabilité. On part du principe que si les orgas vous ont fait confiance, c'était eux les mieux placés pour la chose. Et que du moment que vous faites du mieux que vous pouvez, que vous donnez tout ce que vous avez à donner, le boulot, il est fait. Après, c'est pas à vous de juger si c'est bien ou pas bien. Peu importe. Vous avez donné tout ce que vous avez à donner. Vous avez travaillé, travaillé le rôle. Vous avez appris le lore. Vous avez répondu du mieux que vous pouvez aux attentes d'interaction de la multitude de joueurs qui sont en face de vous. Vous avez transmis les informations, les machins vous avez fait ce que les orgas vous ont demandé de faire du mieux possible. Le boulot, il est fait. Voilà, pour moi. Voilà, pour moi, la responsabilité, elle est comme dans la responsabilité de tous les jours. Si vous partez du postulat que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez, alors les joueurs, qui soient allés à droite ou à gauche, vous les avez suivis, vous avez suivi le jeu, etc. S'ils ne sont pas contents, ils n'avaient pas qu'à aller à gauche. Maintenant, si quand vous prenez du recul, vous dites « Ouais, j'étais fatiguée, hier soir, je me suis pris une murge à la taverne et ce matin, j'étais pas frais pour incarner le truc du matin », il faut aussi prendre sa responsabilité là, j'ai pas été top, ou je devais prévoir tel élément de costume, j'ai laissé traîner, et les délais d'attente ont fait que mon élément principal de costume n'est pas arrivé à temps pour le GN parce que j'ai trop tardé. C'est de notre faute. Donc à un moment donné aussi, on fait de notre mieux, mais il faut aussi être conscient et avoir cette introspection de dire, est-ce que j'ai vraiment fait de mon mieux ? Oui, du coup, j'ai fait de mon mieux. Et non, je dois en tirer les leçons pour plus tard et savoir aussi s'excuser. Savoir des fois dire, là, j'ai pas été au top, désolé, en effet, voilà, donc on n'est pas parfait. Mais il faut aussi en prendre conscience et jamais aussi tout rejeter. Oui, mais c'est les orgas. Oh, mais c'est les joueurs, ils sont trop cons. Non, à un moment donné, il y a aussi une part qui nous incombe. On est tous ensemble dans le même bateau et on doit donner le mieux qu'on peut. On arrive déjà vers la fin. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote autour du rôle de PJ que vous voudriez partager à nos auditeurs, Jonathan ?
Moi, je l'ai raconté tout à l'heure, finalement, ce PGA qui rentre pour 5 minutes et qui reste 48 heures, voilà. Et à l'inverse, le rôle de PJ qui aurait dû être un PGA. C'est frustrant quand on est guidé en permanence alors qu'on n'était pas prévenu. Voilà. Donc ça, faut quand même sensibiliser les organisateurs s'ils ont une idée derrière la tête, qu'ils nous la partagent en amont. Ouais, non, j'ai ça comme anecdote. Ok. Est-ce que Solène, tu as... Moi, l'anecdote, c'était ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, ou comme a pu vivre Léonard, c'est d'un coup devenir PJA alors que c'était pas du tout prévu, et se retrouver à devoir incarner quand même des PJA un peu cosaques et faire un brainstorming avec tous les PNJ en disant bon, qu'est-ce que vous avez emmené comme matos qui fait futuriste, parce que faut incarner quelqu'un qui était il y a 100 000 ans, à quoi ça ressemble, comment ça se passe, trouver des trucs futuristes et surtout quelles sont les armes du futur pour un espèce de demi-dieu. Ouais. À une époque Medfan. Donc si j'ai un message, parce que au final c'est très bien passé, on a réussi à sortir un personnage aux petits oignons, c'était un personnage chez un PJA collectif en termes de costume, et si j'ai un petit conseil à nos orgas, soyez bien assurés du costume de vos PJA. Vous ne retrouvez pas en fait sans grand méchant de fin ou grand truc incarné sans costume, parce que là il y a une déception des joueurs qui attendent le grand machin chose et qui se retrouvent avec pas l'attente, pas la cohérence qui est attendue. Donc, faut faire attention à ce niveau-là. Allez, je vais revenir sur Negens. Moi, le souvenir ému, c'est la sortie de Negens, sortie de jeu de Negens, qui a été prévue à la demande des orgas. Donc, ils m'ont demandé de refaire une pige exceptionnelle pour faire sortir Negens. Donc, je suis revenu, c'est avec plaisir. Et je me retrouve sur la plaine face à X centaines de personnes qui veulent la peau de Negens. Minimum 1000. Il a fait bien son job. Hein. Voilà, avec derrière moi donc une horde de PNJ, il devait être 25. Voilà. Les meilleurs, les plus énervés. Les meilleurs, voilà, les Top Gun. Les plus déter. Voilà, les pauvres. Et alors, évidemment, il y a eu de la frustration pour pas mal de joueurs qui voulaient de la poutre, qui voulaient combattre les armées Negens, tout ça, mais avec les moyens du moment, je trouve qu'on a fait une belle scène, cohérente, juste, et pile ce qu'il fallait pour la sortie de ce personnage. Voilà. Donc là encore, je remercie les orgas de m'avoir donné cette opportunité, puis d'avoir fait la sortie un peu à la manière dont je la voyais imaginer, et d'avoir vécu ce truc-là avec les joueurs qui avait fait le choix de Negens, qui avait misé sur le cheval Negens. Il y a eu donc la sortie de Negens est mort sur le champ de bataille, et puis il y a eu une sortie, une phase de jeu après, avec les obsidiens blancs derrière, et c'était chouette. Il y avait aussi une sortie de jeu qui a été parfaite sur un jeu, un Maslarp, où du coup le PJA a permis aux joueurs d'organiser un énorme rituel à 350 personnes de nuit, avec des bougies, tout le monde a sa bougie. Et on a changé en fait la fin du scénario pour ce groupe-là, avec l'accord de l'orga. Et on a eu une fin absolument poétique et merveilleuse qui a été initiée, qui a été du coup chapeautée par le PJA, qui était magnifique, dont les joueurs ont été ravis. Et ça, c'était vraiment super beau de voir que... on avait fait une œuvre collective à 350 personnes, dont des joueurs très déter qui étaient du coup dans la magie et le rituel, et ça s'est bien passé. Quelle horreur. Mais si, je te promets, c'était magnifique. Et du coup, une très belle fin de GN pour eux, qui était vraiment... ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Moi, j'en ai deux petites. Une que j'ai pas vécue en tant que PGA, mais en fait, on n'avait même pas un PGA, un PNJ infiltré dans notre escouade. On était une sorte de... bataillon d'exploration un peu, où on était toujours les premiers à partir, et ce PNJ se sacrifie pour le groupe. Il se fait attraper par les monstres et il se sacrifie. Sachez que on a passé tout notre GN à essayer de le récupérer, ce petit pote, jusqu'à un moment presque l'orga qui vient te voir et qui te fait arrêter. Et toi tu fais non, on peut pas l'abandonner comme ça. En plus c'était devenu personnel, parce que c'était vraiment une belle scène. Il s'est sacrifié pour nous, et nous on était en mode c'est impossible qu'on laisse l'un derrière nous. Et nous c'était devenu notre truc, c'est on partait retourner dans ce qu'on appelait un peu le warp, quoi, pour essayer de le récupérer. Mais vraiment l'orga il fait arrêtez, on a fait c'est pas possible. Il a fallu qu'il vienne en monstre pour que vraiment on en fasse le deuil. Mais nous on était là en mode il y a encore de l'espoir. Il peut revenir.
Mais en plus, c'était vraiment tout le bataillon était là en mode qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue et tout le monde était limite d'accord. Genre, limite, il allumait sa clope en disant bien sûr qu'on va y retourner, mon gars. Et après, là, ça a été celui où j'ai fait en chronique, où je faisais un peu la police secrète. Premier épisode, j'arrive à avoir un réseau de joueurs qui se sont salis les mains pour moi. Je leur fais un grand merci. En même temps qu'on leur met un coup de pression, ça marche bien aussi. Et résultat, je retrouve un peu certains de ces joueurs dans ce deuxième opus. Et pareil, j'ai quelqu'un à tuer. Je donne directement l'information. Je parle 5 minutes avec mon scribe, je reviens, il a la tête direct dans le sac et il me le passe. Et là, j'ai commencé à dire, bon, ça marche bien. Puis j'ai commencé à me dire, faudrait peut-être que je trouve quelqu'un pour tuer cette personne parce qu'il est beaucoup trop efficace. Quand il va apprendre que je le manipulais depuis le début, ça risque d'être très mauvais pour moi, il faut que je trouve un backup. Voilà, c'était à peu près ça, quoi. Ton anecdote m'en a rappelé une qui va peut-être aussi vous rappeler quelque chose tous les deux. C'est en plus pour moi révélateur de ce que doit être un PJA, leader de la révolution, personnage idéaliste qui à la fin apprend que la base va exploser et pour moi c'est clair, il va se sacrifier pour faire partir ses troupes. Et là, clairement, vous me direz d'ailleurs comment peut-être vous l'avez vécu. Je sens que les joueurs en fait ont pas du tout envie de cette fin-là et ne se voient pas eux en fuite et abandonnant. Et donc là, il faut décider de quitter le personnage idéaliste, en faire finalement plutôt un cynique et rendre crédible toute l'histoire qu'on a racontée pendant 2 jours avec cette nouvelle lecture-là et se dire ouais en fait, il faut qu'il ait de bonnes raisons de laisser ces gars mourir et lui aller reporter la révolution ailleurs. Mais pour moi, c'est vraiment là le PJA qui doit dire ok, en fait non, là il y a un refus de jeu, mais au sens, c'est pas négatif, c'est ce que je leur propose comme route, c'est pas celle qui les intéresse. Et donc, ok, on va se réadapter. Nous, comme pour ce truc-là, parce que Clémentine et moi, on y était. On est ces joueurs. On est ces révolutionnaires. Pour nous, c'était un peu comme t'es Che Guevara. Donc pour nous, c'était l'image de la révolution. Nous, on est rattachés à cette île. Nous, on était des gens on était que des petits gens sur cette île. J'ai trouvé hyper cohérent votre manière de voir. Le moment où t'as voulu te sacrifier, on est arrivé à côté de toi en disant mais non, c'est vous qui partez. La révolution peut pas s'arrêter si cette île explose. Or si toi t'étais resté, la révolution, on sait pas ce qu'elle serait devenue. Alors que sans nous, ça va continuer. Ouais, la révolution continue. Nous, tel qu'on le voyait, on était en mode si lui il est toujours là. La révolution continuera toujours en fait. Franchement, c'était une super. Ouais, moi franchement, j'avais trouvé ça assez intéressant, assez cool. C'est hyper émouvant en fait comme moment. Ça a plutôt bien fonctionné, mais typiquement une liberté du coup prise par le PJA par rapport à la ligne des orgas à un moment et le fait d'être attentif, mais c'est les joueurs qui l'ont rendu possible, quoi. Ouais, c'était très très bien. J'y ai pensé de fait quand on parlait d'anecdotes, tu vois, je pensais à ce moment-là. Donc, moi j'ai une petite anecdote aussi, je vais en dire une, d'un moment où j'étais orga et où il y avait une PNJ, Sarah, je te salue si tu nous écoutes, qui jouait une intelligence artificielle qui était représentée par un hologramme et donc elle était coincée dans une machine. Et en fait, tout au long du jeu, je vois constamment des joueurs qui passent du temps à discuter avec elle. C'était super cool. Du coup, vraiment, elle jouait. Elle a vraiment beaucoup joué son rôle et les joueurs s'y sont beaucoup attachés. Et à un moment, quand on parle de le scénario ne va pas là où tu as prévu, à un moment, je la vois au milieu de la plaine. Et je suis en mode, mais genre c'est un hologramme. Et en fait, les joueurs ils étaient tellement à fond qu'en fait ils ont trouvé un moyen de la faire sortir, de faire une machine déplaçable pour qu'elle puisse ne pas être coincée à cet endroit-là. Je suis en mode ok, chaud, c'est parti quoi. Et j'ai trouvé ça assez rigolo de voir la surprise de ah quoi. Genre, ok, d'accord, il y a dû se passer un truc très très bien, mais j'étais au final très contente que les gens aient pu prendre ces initiatives là et tant mieux quoi, tant mieux. Donc voilà, on arrive à la question de conclusion. À la fin, on aime bien partager un petit peu des petits conseils. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que PJA, qui veut se lancer ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui veut se lancer en tant que PJA, il faut qu'il ait conscience qu'il y a un investissement à faire dans un personnage. Peu importe l'investissement, que ce soit financier ou émotionnel. Mais il faut être sûr que ça va être un rôle intense qu'il va falloir tenir et il va falloir aussi avoir cette notion que c'est un rôle qui n'est pas personnel, c'est un rôle qui va donner du jeu. C'est un peu comme animateur en centre de loisirs.
C'est-à-dire, on est là pour les joueurs et pas pour soi-même. Alors, on est là pour soi-même, pour se faire plaisir, parce qu'on va incarner un rôle d'acting. C'est comme acteur ou dans le théâtre ou dans le cinéma, c'est que on va faire plaisir à des gens et pour ça, il faut essayer d'être le ou la meilleure, ou essayer d'incarner au mieux ce qu'on nous demande. Donc, il faut se démarquer, peu importe dans quel sens, si c'est ce que j'en disais, un mendiant, un roi, une reine, un sorcier, un mage, on s'en fiche, c'est qu'il va falloir marquer. Donc, être investi, être pris. C'est pas quelque chose qu'on prend au pied levé. Parce que derrière, on parlait de responsabilité, derrière le PJA, il y a une intention des orgas, il y a une écriture, et c'est pas... Si tu rates ton PJ, c'est toi qui as raté ton PJ, ça n'incombe, il n'y a que toi que ça embête. Si tu rates ton PJA, il y a tout des pans de jeu entiers qui s'effondrent, ou des joueurs qui vont s'arracher les cheveux, qui vont être déçus, ou des orgas qui vont pas savoir comment faire. Donc des fois, c'est pivot. Donc il faut accepter la responsabilité, faut en prendre la mesure, il faut un peu travailler la chose et être investi. C'est vraiment quelque chose qui doit... faut pas prendre ça au pied levé, en fait. C'est un petit peu sérieux quand même quand on veut faire les choses bien. C'est pas le même plaisir de jeu que quand on est joueur. Voilà, il faut juste être conscient de ça. On ne va pas faire PJ comme on va faire PJA. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de grand talent d'acteur, il n'y a pas besoin de ça. Il faut juste être rigoureux sur ce que les orgas vont vous donner à jouer, à faire. Pas forcément à jouer, mais à faire. Voilà. Donc, si vous devez passer les informations, eh bien, vous passez les informations du mieux que vous pouvez. Si vous devez gérer la forge, eh bien, vous la gérez du mieux que vous pouvez. Avec vos moyens, votre personnalité, vos savoir-faire, vos machins, vous faites de votre mieux, mais du moment que vous respectez ce que les orgas vous donnent à faire. Et le boulot, il est fait. Voilà. Le conseil, c'est faites-le seulement si on vous propose des pantoufles confortables. Et si vous êtes en phase avec les compteurs sur la vision du jeu. Ok. Toi, Léonard ? Pas mieux. Hein. Mais comme joueur, PJA, vous le faites en fonction de votre moyen, de vos investissements en fait. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. Prenez un rôle selon vos capacités à vous. Ne cherchez pas trop. Ça va ne que vous desservir. Ok. Eh ben, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez une petite recommandation à partager avec nos auditeurs avant de terminer cet épisode ? Jonathan ? Moi j'en ai deux, même si j'espère que tout le monde connaît déjà. Un petit clin d'œil au studio 4D2, allez voir ce qu'ils font sur YouTube, pas mal de vidéos autour du jeu de rôle qui sont bien sympathiques et qui vont parler aussi aux GNistes. Et puis en ce moment je me marre aussi sur Viva la Dirt League, mais j'imagine que tout le monde a déjà connu ça. Non, apparemment pas, donc j'ai bien fait d'en parler. J'ai fait les gros yeux parce que je sais pas c'est quoi. Pareil, une chaîne de néo-zélandais je crois, et ouais, ça vaut le coup. Okay. En vrai, je pense que tu as déjà vu, mais que tu sais peut-être pas que ça s'appelle comme ça. Parce que je crois que je t'ai déjà montré des vidéos. Mais vraiment, si vous connaissez pas, allez voir. Et puis, allez revoir. C'est vrai que c'est très rigolo. Moi, les recommandations que j'aurais, c'est sur l'association dont je suis présidente, donc Quintessence GN, qui organise des GN et recherche toujours, si vous avez des idées et vous voulez monter un GN mais que vous n'avez pas d'association, nous, en fait, on permet d'héberger votre GN et de vous permettre de réaliser vos rêves. Parce que des fois, monter une association ou la créer ou l'entretenir, c'est compliqué. Entre les comptes bancaires, tout ça, ça peut être très dissuasif. Et souvent, y a des gens qui ont du talent, des idées et des équipes d'orgas et pas d'association. Et bien nous, on permet en fait d'avoir différentes structures indépendantes qui peuvent permettre de réaliser vos GN. Et ça, et bien sûr, la FEDGN qui est toujours là pour vous soutenir, avancer dans les projets, se restructurer. On a enfin fini de commencer notre nouveau site après l'incident d'OVH. Donc le nouveau site est en train d'arriver avec peut-être l'an prochain la fameuse carte interactive que beaucoup de gens attendent. Et on est content de vous compter parmi nous, en tout cas pour ceux qui ont adhéré.
Alors, moi, j'en ai 3, évidemment. D'abord, une adresse. Alors, c'est sur Paris, mais je pense qu'il y a la possibilité de récupérer des choses et de les rapatrier aux 4 coins de la France. Un jour dans le temps, il y a un Ulule actuellement pour les sponsoriser, mais à l'heure où ça va sortir ce podcast, il sera terminé. C'est au Viaduc des Arts à Paris. C'est pour de la location de costumes. Voilà, c'était les costumes qui étaient au Vertugadin. Voilà, maintenant c'est un jour dans le temps, donc des costumes et des possibilités de faire de très jolies photos aussi. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le collectif Prisme, Guetter les désistements pour le prochain Witcher. Là aussi, j'ai vu que les inscriptions se terminaient aujourd'hui. J'ai vu un post là il y a quelques heures. Guetter des désistements, voilà, vous le regretterez pas, vraiment. Hein. Là, on valide ça. Voilà. Et mon dernier, les chroniques Moage, c'est une chronique de GN de l'heroic fantasy classique, fait par un petit assaut d'anciens de Kando. Voilà, c'est sympa. Moi, j'y suis en PJ, on se marre bien. Dans quel coin Là, ça sera à Cognulo. Donc rien d'inconnu, voilà. Oh, et c'est le voisinage. Voilà, c'est à Cognulo et ça sera en avril. Il y a de la place en PJ et en PJA. Voilà. Ok. Léonard, du coup Moi, je vais vous recommander l'artisan Econi. Donc, ce sont des Hongrois. Je dis ça parce qu'on est allé récemment à Compiègne. C'était notre premier marché de l'histoire de Compiègne. Et je suis tombé vraiment red dingue de leurs vêtements. Donc, généralement, on va dire que c'est du 13e, 14 et 15e. Et je me suis acheté une cotardie. J'ai claqué les sous-sous. Et je me suis dit, pourquoi acheter si cher quelque chose fait par des artisans ? Pour une bonne raison, parce que c'est trop bien, surtout. C'était assez cool, c'est des beaux vêtements et tout. C'est assez classe. Très confortable aussi. Ouais, très confortable. Moi, je vais faire une recommandation qu'on a déjà fait, mais pas exactement. On a déjà recommandé le photographe Barry Photographie, mais moi, je voudrais vous recommander le livre qu'il a fait en collaboration avec Martin Bostal, qui s'appelle Reconstitution, immersion dans une histoire vivante. Donc, c'est un livre qui mêle les magnifiques photos de Barry Photographie et tout le travail un petit peu d'analyse de ce que c'est que la reconstitution. C'est un livre qui est non seulement beau, mais en plus hyper intéressant, grande source d'inspiration. Voilà, franchement, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, normalement, vous devriez pouvoir le trouver sur toutes les librairies. Donc, je vous le recommande vivement. Voilà. Et du coup, c'est fini. Merci beaucoup à vous, chers invités, pour votre présence et vos partages. C'est hyper précieux. Merci aussi à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous faire de retour. Et ça fait chaud au cœur. On espère que cet épisode vous a plu. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à l'émission sur votre application de podcast favorite pour ne pas manquer la suite. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Un petit mot de la fin ? Merci de nous avoir invités, surtout. Merci. Tu peux être un PJA et avoir des fêlures. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao.